Bonjour à tous et bienvenue sur Rare à l'écoute, le podcast dédié aux maladies rares. Aujourd'hui, nous continuons d'évoquer l'artérite à cellules géantes, ou maladie de Horton. Et pour parler de son évaluation, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Olivier Espitia. Bonjour docteur Espitia. Bonjour. Docteur Espitia, vous êtes médecin vasculaire et médecin interniste au sein du service de médecine interne, médecine vasculaire du CHU de Nantes, où vous coordonnez le centre de compétences des maladies artérielles rares de la filière FAVA Multi. Vous avez également participé à la rédaction du récent PNDS sur les artérites à cellules géantes, sous l'égide du GEFA, le groupe français des artérites des gros vaisseaux, et de la filière de santé FAI2R. Et enfin, vous coordonnez les recommandations pour l'imagerie dans les artérites à cellules géantes, sous l'égide du GEFA également. Alors, docteur Espitia, pour débuter notre entretien, quel examen permet de prouver le diagnostic d'artérite à cellules géantes? Alors, pour prouver l'artériose géante ou maladie de Horton, il y a un seul examen. C'est la biopsie d'artère temporale et cette biopsie va nous montrer des signes inflammatoires de la paroi des vaisseaux qui confirment en fait le diagnostic. Et donc, c'est donc le seul examen qui confirme le diagnostic avec certitude. Cependant, lorsqu'on a une suspicion clinique forte, on peut également évoquer le diagnostic sur d'autres examens complémentaires. Alors justement, quels sont ces examens moins invasifs qui permettent d'évoquer le diagnostic? Eh bien, l'examen, à proposer de première intention, c'est, l'écho-Doppler des artères temporales qui pourrait être complété par une analyse des autres artères du massif facial. C'est donc, une échographie. On va regarder, en fait, la paroi des vaisseaux. On va rechercher ce qu'on en appelle le signe du halo. C'est donc un épaississement inflammatoire de la paroi des artères, temporales et lorsque cet épaississement est incompressible et que le patient présente une probabilité clinique élevée avec un syndrome inflammatoire biologique, des céphalées, eh bien, cet examen, couplé à une probabilité clinique forte, suffit à porter le diagnostic. Et qu'en est-il des différents types de scanners pour ces patients, docteur Espitia? Alors, pour le diagnostic, on peut également, s'appuyer sur d'autres, outils d'imagerie comme le PET scanner, l'angioscanner ou l'angio-IRM. Pour commencer, le PET scanner qui est, après l'écho-Doppler, l'examen d'imagerie, heu, de référence, eh bien, c'est un examen corps entier. Donc cet examen va permettre de voir la totalité, de l'arbre artériel et sur les machines les plus modernes, on va même voir les artères du massif, facial, celles que l'on analyse en écho-Doppler. Sur cet examen, on va voir un hypermétabolisme de grade 3, c'est-à-dire que la paroi des artères va capter, le traceur de façon plus intense que le foie. Et lorsqu'on a ce type en fait, d'anomalie, eh bien ça signe une, vascularite sur le TEP scanner. On peut également porter, le diagnostic de vascularite, sur un angioscanner où c'est un scanner, on va injecter en fait de l'iode et on va voir cet épaississement de la paroi des vaisseaux et puis on va voir de la même façon un épaississement, de la paroi des vaisseaux à, l'angio-IRM. Et lorsque le diagnostic est confirmé, comment évaluer la sévérité de l'atteinte cette fois chez les patients concernés? Alors, la sévérité de l'atteinte, dépend, des complications vasculaires. Il y a des complications, immédiates qui vont se poser à la phase diagnostique et puis des complications de moyen et long terme, au niveau des vaisseaux et de l'aorte en particulier. À la phase diagnostique, le risque vraiment, c'est, l'ischémie, la cécité. Eh bien, on sait que les patients qui présentent en fait un signe du halo beaucoup plus intense à l'écho-Doppler, au diagnostic sont plus à risque en fait de complications, ophtalmologiques. Ça, c'est pour les petites artères du massif facial. Pour les artères de plus grand calibre, comme, les artères, axillaires ou l'aorte, les choses sont un petit peu différentes. Au niveau de l'artère, axillaire, le symptôme en fait principal, c'est la claudication de membre supérieur. Donc on va soulever un objet et puis on va manquer de force et on va, lâcher en fait, cet objet. Eh bien ça, l'écho-Doppler, l'angioscanner, l'angio-IRM permettent de voir, ces sténoses qui sont parfois sévères et altèrent en fait le pronostic à la phase diagnostique. Et puis, l'aorte doit être évoluée, au diagnostic puisque, entre 10 et 20 en fait des patients au diagnostic de leur artérite à cellules géantes présentent déjà un anévrisme de l'aorte thoracique et donc ça, c'est important parce qu'on va, discuter des traitements un peu différents et surtout discuter d'une surveillance qui sera différente si on présente ce type d'atteinte. Ensuite, il est important d'avoir cartographié, les vaisseaux de ces patients, au diagnostic puisque le pronostic n'est pas le même et on sait que les patients qui présentent une aortite au diagnostic, vont présenter, plus de rechutes et on sait que ces mêmes patients qui ont un TEP scanner
positifs sur leur aorte au diagnostic sont plus à risque, de développer, un anévrisme, de l'aorte, ascendante. Environ, 12 des patients développeront en fait des anévrismes à 5 ans lorsqu'ils auront, une aortite. Donc c'est quelque chose de significatif et ça, change notre façon de prendre en charge les patients. Et une fois que les patients touchés par une artérite à cellules géantes sont diagnostiqués et traités, est-ce qu'il y a un suivi radiologique qui leur est proposé? Alors, c'est assez difficile de répondre à cette question, c'est un peu du cas par cas. Au diagnostic, on fait une évaluation initiale et puis si le patient n'a pas, en fait, de vascularité des gros troncs, il n'est pas forcément nécessaire de répéter cet examen, sauf si bien sûr de nouveaux signes cliniques apparaissent. Pour les patients qui, par contre, avaient une atteinte de leurs gros vaisseaux, au diagnostic, les choses sont un petit peu différentes parce qu'on sait qu'à moyen terme, à long terme, les complications vont survenir sur ces vaisseaux lésés, au diagnostic et donc ce que l'on propose, c'est de répéter, en fait, les imageries dans le temps. Il n'y a aucun consensus sur la fréquence, mais par exemple, pour l'aorte, on recommande au sein du GFAT de faire 1, 2 et 5 ans pour, le suivi, des aortites pour surtout, rechercher l'apparition d'un anévrisme. Hem, Concernant, le suivi pour adapter en fait l'intensité du traitement en fonction des résultats d'imagerie, les choses sont un petit peu, prématurées puisqu'on manque de seuil nous permettant, de définir une maladie active et non active et donc pour l'instant ça reste du domaine de la compétence des centres, experts. C'est très clair. Alors pour les médecins de première ligne qui nous écoutent, docteur Espitia, est-ce qu'il existe des filières de diagnostic rapide pour cette maladie rare qu'est l'artérite à cellules géantes? Oui, dans de nombreux centres, dans toute la France, ont été développées en fait des filières de diagnostic rapide. Ce sont des choses finalement assez simples avec un numéro de téléphone sur lequel, le clinicien de premier recours contacte en fait l'expert et l'expert a organisé une filière au sein de son établissement de santé pour voir cliniquement les patients et organiser, un examen d'imagerie qui, permettra de porter en fait le diagnostic. Le type d'imagerie dépend vraiment, des ressources locales. Beaucoup de centres ont développé l'échographie, d'autres centres, plutôt dans des filières, neurologiques, ont développé, les IRM orbitaires ou du massif facial. Ça dépend vraiment, en fait, de la ressource. L'idée étant de faire un diagnostic rapidement pour limiter le risque de complications oculaires et le plus simple, c'est vraiment l'échographie. Et dans ce cadre, quels sont les experts à contacter? Non, il n'y a pas des centres experts dans chaque ville, mais chaque, région sanitaire a un correspondant qui soit, en médecine interne, en rhumatologie, de temps en temps en médecine vasculaire et donc l'objectif, c'est de se rapprocher au plus vite de ce centre expert qui est nos centres, en fait, local pour que le patient puisse être évalué, en fait, rapidement. Souvent, il s'agit quand même de centres, d'assez grosse taille puisqu'il faut, qu'il y ait un effet, comment dire? Critique, une taille critique pour qu'il y ait suffisamment de praticiens pour avoir une astreinte, opérationnelle en semaine et puis il faut aussi avoir les imageurs derrière, donc c'est généralement dans les structures hospitalières, assez importantes. Eh bien, merci infiniment, docteur Espitia, de nous avoir fait mieux connaître les différents examens nécessaires au diagnostic et à l'évaluation de cette maladie rare qu'est l'artérite à cellules géantes ou maladie de Horton. Quant à nous, chers auditeurs, si vous désirez aller plus loin dans la connaissance de cette pathologie, nous vous donnons rendez-vous sur notre site internet www.rarealecoute.com où de nombreuses informations sont à votre disposition. Nous vous remercions de votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous sur la chaîne Rare à l'écoute pour un prochain numéro sur cette maladie rare. À très vite!